first of all, Bonjour, John. to thank you so much Je souhaite vraiment vous remercier to be together d'avoir accepté d'être avec nous ici à Paris this unusual medium, but a virtual par ces moyens un peu inhabituels conference. pour cette conférence digitale et virtuelle. Je voudrais vous présenter rapidement. Il n'est pas nécessaire de vous présenter, It's important to remember mais il est important the aim of your conference. Donc, de rappeler le contexte de votre intervention. professeur John Strang. Sir John Strang est psychiatre addictologue. Il travaille sur ces sujets depuis de très longues années, depuis plus de 40 ans, et il s'est toujours intéressé au lien entre la médecine des addictions et la politique des drogues. Patrick Ebrard, qui est l'ancien président de Médecins du Monde, me rappelait que dès 1991, John Strang était intervenu au colloque Triville, Paris, Londres, New York, qui réfléchissait à l'époque au développement des outils de réduction des risques. Il est intervenu dans de nombreux congrès qui ont été organisés en France, bien sûr ailleurs aussi dans le monde. Donc John Strang est directeur du National Addiction Center et chef du département des addictions du King's College. Il a géré, il a présidé de nombreuses commissions de conseil aux différents gouvernements quant aux outils de politique des drogues. Il s'est récemment impliqué d'une façon importante dans les travaux de recherche sur la prévention, donc des overdoses opiacées en particulier, et sur les outils pharmacologiques ou de réduction des risques, permettant donc de lutter contre ce problème qui touche le Royaume-Uni bien sûr, mais le monde entier, et particulièrement les États-Unis. Et il faut rappeler que la pandémie Covid n'a pas, comme on aurait pu l'imaginer, peut-être diminué la circulation des drogues, mais au contraire, augmenter ce problème des overdoses opiacées. Les Canadiens, par exemple, l'Ontario a rapporté une augmentation importante des overdoses en temps de pandémie Covid. Voilà, juste rappeler aussi que John Strang a été donc honoré. Il a été fait chevalier du Queen's Birthday Honours en 2016. Cette distinction honorifique venant récompenser son apport au champ de la médecine, des addictions et de la politique des drogues. The chair is yours, John. Bonjour mes amis. I will move to English for the rest of my talk. Bonjour les amis, je vais passer à l'anglais pour le reste de mon intervention malheureusement. J'espère que vous m'interromprez s'il y a un problème dans la transmission de mon intervention. Je voudrais vous parler aujourd'hui des stratégies de réduction des dommages que nous devons mettre en œuvre pour réduire le nombre de décès associés au mésusage de drogue et en particulier l'utilisation de l'héroïne ou des opioïdes. Et ceci est un appel à une science plus solide et en tant que médecins ou chercheurs, nous devons pouvoir apporter des études meilleures et il faut une mise en œuvre plus robuste, plus forte, où l'on tirera les conclusions de la science et nous devons être plus efficaces dans les changements qui pourront être apportés à notre pratique clinique et dans nos politiques nationales et locales. Voici une liste de déclarations qui indique que je suis un médecin qui est de plus en plus impliqué dans la recherche et le domaine de l'élaboration des politiques. J'ai travaillé avec un certain nombre d'ONG et de gouvernements. J'ai également travaillé avec l'industrie pour essayer d'avoir une médecine plus robuste que nous pourrons mettre en œuvre.
As for all speakers, I'm sure it's the case that Comme pour tous les intervenants, je suis désireux de dire que le travail que je vais vous présenter n'est pas mon travail individuel. Il s'agit du travail d'un collège de collègues que nous avons élaboré par la collaboration dans mon propre réseau et au plan international. Cela couvre des enseignants, des cliniciens, des politiques, et c'est un domaine où il est extrêmement important d'entendre la voix de nos patients et des personnes qui sont impliquées dans l'usage des drogues et comprendre quels sont leurs besoins et leurs problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent. Voici une brève description de mon travail actuel. Au Royaume-Uni, nous avons un centre national des addictions qui est partiellement sous l'autorité de l'université, partiellement sous l'autorité du NHS, notre système de santé. Et nous avons différents experts qui traitent des problèmes liés aux drogues, l'alcool et le tabac, le tabagisme. Et au plan horizontal, nous réalisons des essais cliniques, de la médecine expérimentale, de l'enseignement, de l'élaboration de politiques, etc. Et donc, mon travail implique d'étudier comment nous pouvons réaliser de la recherche pour mieux comprendre les causes, les conséquences et les influences sur les addictions et les dommages liés à l'utilisation de drogue, le développement et le test de nouvelles interventions. Et à droite, nous devons nous assurer que tout cela est incorporé dans des politiques. Une grande partie du travail que je vais décrire est en fait résumé dans l'ouvrage dirigé par Thomas Babor, qui parle de la politique en matière de drogue et de bien public. Et en tant que scientifique, nous avons passé en revue les preuves, et cela a été présenté aux politiques et aux décideurs afin que les politiques puissent mieux contribuer à réduire les dégâts et contribuer mieux au bien public. Et pour un résumé de l'ouvrage, un article a été publié dans The Lancet. Nous l'avons publié il y a un certain nombre d'années, et cela résume le point de vue des scientifiques par rapport aux preuves que nous avons qui justifient nos interventions. Pour un article plus récent, diapo suivante, j'ai eu la possibilité de travailler avec Nora Volkow du NIDA. Diapo suivante, s'il vous plaît. J'ai eu la possibilité de travailler avec Nora Volkow et nous avons élaboré un article qui était une collaboration internationale de scientifiques dans différents domaines de la science et de différentes régions du monde. Et nous avons pu étudier l'origine du mésusage des opioïdes, les problèmes sous-jacents et les différents types d'interventions qui peuvent être mises en place. Et donc, nous avons pu développer un schéma ou un algorithme qui décrit
comment with opiates pour un individu qui a un trouble d'usage des opioïdes, il peut y avoir différents types d'interventions qui peuvent être envisagées à différents moments de leur parcours de soins. Cela inclut des éléments qui sont souvent décrits comme des éléments de réduction de risque, autant que des formes de soins plus traditionnelles. Et je vais présenter plusieurs diapos. En fait, celles-ci ont été modifiées par rapport à ce que j'avais envoyé aux organisateurs. Donc, vous pourrez les obtenir par la suite. Dans les 4 domaines que je voudrais passer en revue durant le reste de mon intervention, je voudrais qu'on se rappelle tous à quel point ce problème d'overdose aux opioïdes est un problème important. Comment nous pouvons concevoir une nouvelle réponse, influencer la politique et la pratique et souligner le besoin qu'il y a de sciences robustes. Je vais prendre comme exemple les États-Unis pour montrer dans quelle mesure il y a eu une augmentation des décès qui sont causés par une overdose d'héroïne et d'opiacés en général. Donc ça, c'est l'image pour les États-Unis, mais la même chose se passe, même si c'est moins extrême, dans un grand nombre d'autres régions du monde. Mais les États-Unis est un exemple particulièrement extrême dans ce domaine. Et ici, sur cet histogramme, à gauche de l'écran, nous voyons le nombre croissant de décès à partir d'opioïdes délivrés sous prescription pendant une période de 15 ans même. Et nous voyons une augmentation par un multiple de 2 ou 3 des décès causés par les overdoses au cours de cette période. Si vous mettez en plus de cela le nombre de décès causés par l'héroïne, à droite l'héroïne, à gauche étant les opiacés délivrés sous prescription, eh bien on voit que l'augmentation des décès pour overdose d'héroïne est un phénomène beaucoup plus récent. Il a augmenté de façon plus marquée. Et donc, on a 2 épidémies qui se chevauchent aux États-Unis et qui sont concurrentes. Et ce tableau a été encore plus compliqué parce qu'à gauche, ici, vous avez les décès par opiacés prescrits que je viens de décrire. Au milieu, nous avons les décès par overdose d'héroïne que j'ai décrit également précédemment. Et à droite, à l'extrême droite, au cours des toutes dernières années, nous avons eu une augmentation considérable des décès causés par le fentanyl et souvent par du fentanyl fabriqué de façon illicite. Donc, nous avons ces épidémies qui se surimposent l'une à l'autre. Et c'est important de prendre ça en compte pour comprendre la nature de ces épidémies. Malheureusement, dans un grand nombre de pays, ceci n'attire pas beaucoup d'attention ou l'attention que ça mérite. Ça n'a pas l'engagement politique ou l'engagement de la part du public en vue de résoudre ce problème qui pose problème au bien-être de la société. Même si sa contribution au décès dépasse maintenant les décès causés par les accidents de la route, par exemple. Si on revient à l'an 2000, les accidents de la route étaient bien plus importants en nombre que les décès causés par les drogues. C'est en 2010 qu'il y a eu un croisement des 2 lignes. Et aux États-Unis, maintenant, les décès liés à la drogue, à la consommation de drogue, représentent plus de 2 fois les décès
par accident de la route. Alors là, il est important de considérer quelles sont les possibilités en termes de traitement que nous avons. Et l'intervention qui est peut-être la plus importante, et nous pouvons regarder des revues qu'un grand nombre de personnes dans cet auditoire connaissent déjà, par exemple avec la collaboration, par une collaboration de Cochrane ou d'autres revues systématiques de ce type. Le président a gentiment fait référence à l'initiative de 1980 à Paris avec mes collègues de Médecins sans frontières et il a décrit, malheureusement nous n'entendons plus, les mesures de réduction des risques et le besoin de disponibilité plus grande de traitements de substitution aux opiacés, la méthadone en particulier. Et je vais faire maintenant une revue au niveau mondial de notre besoin d'avoir une bonne disponibilité de buprenorphine, de traitement à buprenorphine ou bien à méthadone. Et la réponse qu'il y a à ce besoin à l'heure actuelle. Dans l'une de ces revues Cochrane, sous la houlette de Fagiano et collègues, ses collègues, ils se sont penchés l'impact du traitement de maintien avec la méthadone, montrant qu'il y a maintenant des taux de rétention bien améliorés avec ces traitements, une moindre utilisation des opiacés eux-mêmes, une abstinence qui a augmenté. Donc, être sous traitement diminue considérablement les morts par overdose. Et des doses élevées de traitements de substitution sont plus puissants pour réduire le nombre de décès que des traitements à faible dose de substituts des opiacés. Il est important de se rendre compte également que nous avons devant nous un problème important qui est souvent négligé dans la planification générale de la réponse au problème de l'addiction, c'est-à-dire le nombre d'abandons du traitement, le nombre de personnes qui décrochent, qui commencent un traitement et qui ensuite se désengagent de ce traitement avant même qu'il soit réaliste de penser que tout bénéfice ait pu se produire. Je fais référence ici à des données provenant de NICE, notre Institut national sur l'excellence clinique, où ils ont fait une revue qui ressemble à une revue de type Cochrane. Et dans cette étude, ils se penchent sur les taux de rétention et de traitement pour les patients qui ont un traitement de maintien par méthadone et par buprenorphine. Il y a quelques différences dans les taux de rétention entre ces deux médicaments, mais je voudrais que l'on fasse attention en particulier à la grande proportion de personnes qui ont abandonné le traitement à 3 mois et à 6 mois ensuite. Ceci, vous voyez les données provenant d'un grand nombre d'études pour les 6 mois, au bout de 6 mois de traitement. Et vous voyez qu'un tiers des patients ont arrêté le traitement, ont décroché entre 3 et 6 mois. Donc, ce seraient des personnes qui ne recevraient pas de bénéfice de ce traitement. Il est important donc d'avoir d'autres stratégies, même si on a de bons signes de l'utilisation, de l'importance de ces traitements à la méthadone et à la buprenorphine. Il faut donc avoir d'autres interventions, d'autres modalités. Et il faut regarder également les interventions psychosociales, d'autres méthodes d'intervention, par exemple participation de la famille, qui pourraient améliorer le traitement, la rétention du traitement et les bénéfices qui en découlent pour les patients. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Il y a d'ailleurs un grand nombre de sources qui peuvent nous guider dans cette question. Mais l'une provient une fois de plus de l'Institut national d'excellence clinique, NICE, en Grande-Bretagne. Quant au type d'intervention psychosociale qui pourrait être mise en œuvre, ceci comprendrait par exemple le soutien de proximité, soutien de communauté, donc soutien pour traiter les comorbidités psychiatriques ou psychologiques et des groupes de soutien, d'aide mutuelle comme Narcotics Anonymous. Alors maintenant, si nous en venons à la question des décès liés à la drogue, qui est le sujet de cette présentation, nous savons qu'il y a un taux de mortalité élevé dans cette population de patients lorsqu'ils ne subissent pas un traitement. Et ce taux de décès continue dans une certaine mesure, même si les personnes sont sous traitement. Mais l'on peut identifier des moments dans le parcours du traitement pour lesquels il y a une incidence particulièrement élevée de décès causés par la drogue et par les overdoses. Et 3 exemples spécifiques sont mis en avant ici. Premièrement, pendant la période de post-désintoxication, de post-cure, quand les personnes donc ne disposent plus du bénéfice conféré par le médicament. C'est un moment particulier de risque pour mort par overdose. Deuxième exemple, c'est pendant les étapes précoces de l'initiation du traitement sous méthadone, de maintien sous méthadone. Et le troisième exemple que je vais vous donner, c'est sortie d'incarcération. Là, j'ai travaillé avec mon collègue, en particulier le professeur Matt Hickman, qui est basé à Bristol. Nous avons regardé les données à partir des médecins généralistes qui traitent les patients dans la communauté avec les traitements de maintien sous méthadone ou sous buprenorphine dans les soins de santé primaire. Donc, c'est un publié qui a été publié dans le BMJ il y a quelques années, pour ceux qui seraient intéressés par cet article. En regardant les données, nous voyons que le risque de décès, dans cet échantillon considérable de patients, le risque de décès varie selon les différentes étapes du parcours thérapeutique du patient. Pour vous guider dans ces chiffres, je dois vous dire que l'axe vertical est une échelle logarithmique. Donc, nous voyons que pendant les premiers jours de traitement, les 28 premiers jours du traitement, les 4 premières semaines donc de traitement, il y a un risque légèrement accru de décès par overdose. Pas une grande augmentation, mais tout de même une augmentation à laquelle on doit prêter attention en tant que médecin. Si nous regardons le point suivant sur ce diagramme, c'est-à-dire les personnes sous traitement pendant les jours restants du traitement, là c'est lorsque les patients sont sous maintien par méthadone et l'autre produit, nous avons des taux réduits de mortalité. Excusez-moi, c'est très difficile d'entendre. Le son est interrompu. On retourne en arrière quand même. Le niveau suivant de préoccupation, le point qui nous interpelle ici, c'est le mois suivant l'arrêt du traitement, pour lequel il y a une augmentation des décès par overdose. Donc, lorsque les personnes arrêtent leur traitement sous buprenorphine ou sur méthadone, il y a un risque accru de décès. Et là, c'est un moment particulier propice à la rechute et donc après à l'overdose. Un autre domaine considérablement important, c'est libération d'une incarcération, libération de prison.
Et pour les données là-dessus, je pourrais vous renvoyer à une étude de grande envergure qui a été effectuée sous la houlette de Michael Farrell et John Marsden, deux de mes confrères. Dans cette étude, ils ont pris les données concernant tous les sujets qui étaient libérés de prison pendant une période de 4 ans, si je m'en souviens bien, et ils ont regardé les données concernant les décès parmi toute cette population qui était sortie de prison. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fait froid dans le dos, qui nous fait réfléchir. Ce sont donc les décès des personnes. Si nous regardons à droite, nous voyons que pour cette population, il y a un taux de mortalité excessive. Pour l'ensemble de la population, bien évidemment, ils ont plus de chances de décéder que le public en général, mais la plupart, donc en marron, ou plutôt en rouge magenta, vous avez les décès liés à la drogue, par rapport au turquoise qui est les décès non liés à la drogue. Mais regardons un petit peu maintenant la gauche du tableau de l'histogramme. Nous voyons que dans la première semaine et dans une moindre mesure dans la deuxième semaine, il y a un taux de mortalité considérable, et elles sont toutes expliquées principalement par des overdoses. Lorsque l'on convertit cela en chiffres, ça veut dire que les personnes qui sortent des prisons et qui étaient héroïnomanes avant leur entrée en prison, pour ces personnes qui sortent de prison, une personne sur 200 sera morte sous 15 jours. Alors donc, c'est très intéressant. En tant que médecin, en tant que scientifique, en tant que personne qui participe à l'élaboration des politiques, nous avons là une population avec un risque accru de décès par overdose. Et à partir de ces observations, nous savons également dans quelle population et à quel point dans le temps, à quel moment dans le temps ils sont plus à risque de ces décès. Nous disposons déjà d'outils protecteurs que nous pouvons utiliser. Le maintien sur la méthadone et par la buprenorphine font partie de cet arsenal, en particulier s'ils sont supplémentés par un soutien psychosocial plus large. Mais nous avons également d'autres interventions auxquelles nous pouvons faire appel. Et pour le reste de ma présentation, je vais me concentrer sur ces autres domaines d'intervention. Nous pouvons concevoir de nouvelles réponses, nous pouvons imaginer de nouvelles réponses où l'on pourrait intervenir pour empêcher l'overdose qui se soldera par un décès. Il est important tout d'abord de comprendre comment et pourquoi les décès par overdose se produisent. Au départ, j'avais l'intention de vous montrer la scène très célèbre du film de Quarantino, Pulp Fiction, avec une overdose de drogue. Mais j'ai décidé que peut-être que ça allait stresser la technologie encore plus. Depuis mon ordinateur chez moi vers votre écran de conférence aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de vous rappeler du sentiment d'urgence et qui était visible autour de cette scène d'overdose. Mais d'une façon, dans un environnement bien plus contrôlé que celui de Tarantino, on a pu étudier les décès par overdose. Et nous avons pu amener des sujets dans nos laboratoires et surveiller leur niveau d'oxygène, leur niveau de CO2 et leur modèle respiratoire lorsqu'ils étaient sous héroïne. De cette façon, nous avons pu amener
l'usage de l'héroïne et, dans une certaine mesure, l'overdose en milieu de laboratoire. J'ai des données sur deux sujets, deux personnes, pour représenter, pour illustrer le type de réponse que nous voyons. Sur la gauche, nous avons un homme qui a 41 ans. Quand il injectait de l'héroïne pharmaceutique, la diamorphine, de façon intraveineuse, lors de deux occasions. Vous voyez le niveau de saturation en oxygène de ce patient dans les minutes qui ont suivi l'injection de l'héroïne. Nous avons donc deux sessions. La première était en ligne solide et l'autre en ligne en pointillé. Et vous voyez que dans les minutes après son injection intraveineuse, son niveau d'oxygène a chuté à des niveaux extrêmement préoccupants et ensuite est remonté pour atteindre des niveaux modérés pour le reste de l'heure. Et à la fin de cette heure, à nouveau, la saturation en oxygène paraît saine et paraît normale. Sur la droite, nous avons une femme de 42 ans qui injectait aussi, dans ce cas-là, 150 mg d'héroïne par intramusculaire. Donc, à gauche, c'est utilisation intraveineuse, à droite, intramusculaire. Et nous voyons un pattern similaire, un schéma similaire, mais avec une chute du niveau de saturation en oxygène moins considérable, mais qui existe quand même. Plus récemment, nous avons publié, et ça c'est la diapo suivante, un papier, une communication décrivant comment ces changements se produisent chez les sujets dans le temps. Et les résultats de cette étude ont été publiés il y a quelques mois dans le journal Addiction. Et pour que ça intéresse, je vous renvoie à cet article et je pourrai répondre à des questions tout à l'heure. Diapo suivante. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe, ou d'illustrer ce qui se passe. Dans les 3 prochaines diapos, je vais vous montrer le mode de respiration et les niveaux d'oxygène pour l'usager d'héroïne qui a injecté l'héroïne pendant qu'on le surveillait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'expérience. Ici, nous avons une mesure de point de référence pour cet homme. Nous voyons en haut, sur la ligne du haut, en violet, le flux d'oxygène par le masque, au fur et à mesure qu'il respire, qu'il inspire et qu'il expire. Et nous voyons une courbe régulière pendant la minute et demie qui est capturée sur l'écran. 90 secondes. Ensuite, tout à fait en bas, en rouge, nous voyons son niveau de saturation en oxygène. Et là, avec une saturation en oxygène de 96-97%, les niveaux, en tout cas, que j'espère que la plupart d'entre nous ont en termes de niveau de saturation d'oxygène, tout à fait rassurant. Au milieu, la ligne du milieu, en vert, la courbe en vert, nous voyons l'accumulation de CO2 jusqu'à l'expiration. Donc là, c'est dans les minutes après injection et dans les 5 minutes après injection. Et vous voyez que là, le schéma est perturbé. Nous avons une période d'une demi-minute où il n'y a aucune respiration qui intervient. Ça, c'est la ligne plate en violet. Et si on regarde la ligne en rouge, pour les niveaux de saturation en oxygène, depuis les 97% qui étaient sains, on descend en dessous des 90% et même on approche les 85% seulement en saturation. Et les niveaux de CO2 sont également perturbés.
Et si nous regardons 1 heure après l'injection, nous voyons que même que la situation est moins anormale que dans la période immédiatement après l'injection, mais nous voyons tout de même qu'il n'y a pas encore un retour à une respiration normale. Il y a environ 25 ans, nous avons commencé à faire un travail de brainstorming. En particulier, on s'est concentré sur les approches de réduction des risques. On s'est rendu compte qu'un concept très important, très simple que l'on devrait considérer, c'était de savoir si on pouvait utiliser une technologie existante, un Naloxone, et si on devrait utiliser cette technologie dans la communauté qui est à risque. Et c'est un peu le même concept que l'on a mis avec l'adrénaline, ou la noradrénaline, le glucagon, dans la gestion du diabète. La même chose qu'on a appliquée avec la défibrillation dans le cas de l'arrêt cardiaque, dans l'application de systèmes ou de technologies ou de médicaments qui est introduit dans l'endroit, de le sortir de l'hôpital et de l'introduire dans l'endroit où les problèmes se trouvent, pas seulement dans la famille des usagers, mais auprès des usagers eux-mêmes, comme intervention possible et comme facteur d'intervention possible, puisque ce serait peut-être ces personnes qui pourraient faire l'intervention pendant qu'on attend les services d'urgence, les services médicaux qui ont été appelés. Donc, c'était il y a 25 ans qu'on a conçu cela et qu'on a publié dans le British Medical Journal disant qu'il y avait donc un argumentaire en faveur de donner de la naloxone à tout individu et famille où on savait qu'il y avait un usager d'héroïne et qu'il fallait les former à administrer cette dose d'urgence pour donc les gestes d'urgence, mais également de leur fournir une dose de naloxone à administrer en attendant les services de secours. Donc l'étape suivante consistait... L'étape suivante, mais la diapo suivante aussi. L'étape suivante, donc, a consisté à explorer la faisabilité et l'acceptabilité d'une telle approche avec une population réelle de patients et auprès de la communauté qui, elle, ne subissait pas de traitement. Et on a trouvé des niveaux élevés d'engagement, de désir, de volonté de participer à ce programme, afin que les personnes puissent apporter les premiers secours et administrer une dose de naloxone. On s'est rendu compte ensuite que les soignants au sein des familles, les parents, les partenaires, la femme, le mari, devaient être également être formés, comme dans le cas d'une épilepsie ou de l'anaphylaxie ou du diabète. Ils devaient être formés au premier geste. Donc l'entourage du patient, aussi bien que le patient lui-même, devait être formé en la matière. Passons à la diapo suivante. Considérons maintenant dans quelle mesure nous pouvons influencer la politique et la pratique. Et je vais rapidement passer en revue avec vous certains rapports, certaines pages web où nous avons réussi à influencer notre propre clinique pratique et les pratiques locales, nationales ou bien la pratique internationale même. Au Royaume-Uni, nous avons pu mettre en place un dispositif de formation au niveau national. Et nous avons fait une formation quant à la prise en charge de l'overdose et l'administration de la naloxone. Et une étape importante dans ce récit sur la naloxone était que l'Écosse, en 2012, est devenue le premier pays au monde à adopter cette pratique dans le cadre de sa stratégie nationale. Et maintenant, un certain nombre de pays autour du monde ont également adopté cette mesure. À partir de ce moment-là, en Écosse,
c'est devenu le soin standard, la prise en charge standard des personnes souffrant d'usage d'héroïne ou d'autres opiacés. Quelques années après, l'OMS a mis en place un groupe expert pour préparer des recommandations pour la gestion communautaire, la gestion de proximité, en quelque sorte, de l'overdose aux opiacés. Et sur la base que les personnes qui sont susceptibles d'être présentes lors d'une overdose aux opiacés devraient avoir un accès à l'analoxone et doivent être formés dans son administration pour leur permettre de l'utiliser pour la prise en charge urgente des personnes sous overdose. Il y a eu également beaucoup d'engagement de la part d'organisations importantes et en particulier l'Office des drogues et de la criminalité des Nations Unies et l'OMS aussi qui ont identifié que ceci doit faire partie des dispositions qui doivent être mises en place au niveau national aussi bien qu'au niveau local. Au Royaume-Uni ou en Angleterre, plus spécifiquement, nous avons vu des recommandations sur l'élargissement de la disponibilité à l'analoxone et nous avons vu des changements de sorte que l'analoxone peut être fourni à l'individu, l'usager de la drogue ou aux membres de sa famille sans le besoin de prescription. Et par les travaux que nous avons faits avec le concours des Nations Unies, et cela m'a emmené dans d'autres parties du monde où je n'étais jamais allé avant. Là, c'était une visite des Nations Unies à laquelle j'ai participé et qui avait lieu au Tadjikistan, le pays qui est immédiatement au-dessus de l'Afghanistan. Donc là, il y a un problème considérable de commerce d'héroïne qui traverse la frontière et qui sévit. J'aborde la dernière partie de ma présentation. Il faut un peu plus de connaissances scientifiques. Tout au début, par rapport au naloxone, les gens impliqués se passionnaient pour cette approche. Et c'était presque un acte de foi. Mais il est important qu'il y ait de bonnes preuves scientifiques pour étayer notre point de vue. Il faut que les pratiques cliniques soient bien assises sur des faits scientifiques. Ainsi, les politiques à l'avenir seront vraiment les meilleures. Il ne faut pas oublier qu'on peut toujours améliorer nos interventions. Il y a différents domaines où nous avons pu justement apporter de belles preuves scientifiques. D'abord, il y a eu cette étude, nous avons pris une cohorte de patients traités à qui on apprenait comment gérer une overdose et on leur donnait un stock de naloxone qu'ils pouvaient ramener à la maison. Nous avons fait donc une étude prospective de cohorte pour voir quelles étaient les attitudes et les connaissances et la prise en charge d'éventuelles overdoses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces différentes publications. Je souhaite juste attirer l'attention sur le titre et l'abstract. Si vous souhaitez en savoir plus long, vous pouvez lire l'article dans sa totalité. Ici, il y a différents formats d'études. Études de cohorte prospective, par exemple. Les patients étaient déjà en traitement. Dans ce cas-ci, avec Anna Williams, qui faisait son doctorat à l'époque.
Anna étudiait, va chercher à mieux comprendre la formation donnée aux membres de la famille dans la gestion d'une overdose. On avait donc un groupe témoin et on a pu voir comment les connaissances et les attitudes se sont améliorées au fil du temps. À gauche, en rouge, vous avez le groupe témoin sur une liste d'attente. Il y avait une première période et puis 3 mois après, vous voyez qu'il n'y a pas de changement au niveau de leurs connaissances. En bleu, vous avez le groupe qui a reçu une formation. Là, leurs connaissances se sont beaucoup renforcées tout de suite après les séances de formation. Ça, c'est le point au milieu de cette ligne bleue. Et puis, les personnes ont retenu ces connaissances à 3 mois. Attitude, confiance, à droite, on constate la même chose. Il y a eu une augmentation de la confiance dans le groupe de contrôle, mais le changement le plus important se trouve au niveau de la ligne bleue, le groupe qui a reçu une formation. On a pu donc faire une étude randomisée. Ici, dans cette diapositive, ça, c'est donc un essai dans un groupe de patients libérés de prison. Ils étaient à risque donc de décès d'overdose. On voulait voir si on pouvait faire un essai randomisé chez des personnes en fin de peine qui avaient été libérées. On a apporté donc cette méthode scientifique afin de bien étudier ce domaine sur de bonnes bases scientifiques. Ça pourrait avoir un impact ensuite sur la pratique clinique. Ça, c'est pour me rappeler qu'un autre domaine important, souvent négligé, consiste à bien écouter les patients et leurs familles. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses afin de rendre nos interventions plus efficaces. On peut faire un travail de qualité si on écoute bien le patient et sa famille. Il me reste juste quelques diapositives. Je voulais vous parler des avancées avec le naloxone. On avait tendance à injecter le naloxone. C'était une injection incroyable qui permettait de renverser une overdose d'héroïne. On peut donc ramener le patient au bord de la mort dans les quelques secondes. Cette injection, le fait d'avoir injecté constituait une limite. Et nous, petit à petit, on s'est dit qu'on pouvait développer une forme concentrée de naloxone sous forme de spray nasal. On a travaillé avec des collègues. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Rebecca McDonald donc faisait son doctorat et nous avons étudié le développement et les caractéristiques d'un spray nasal de naloxone concentré. On a travaillé avec un laboratoire pharmaceutique pour développer un spray nasal de 2 mg. Prochaine diapo. Marron, à gauche, vous avez les niveaux sanguins avec injection intraveineuse.
En bleu, c'est ce qui se passe avec une injection intramusculaire de 0,4 mg dans les 5 minutes. Les niveaux sanguins se normalisent et ça reste ainsi pendant à peu près 2 heures. Et puis, en mauve, en rouge et en vert, nous voyons les niveaux sanguins avec 3 doses différentes de ce spray nasal concentré. On a conclu que la ligne mauve, 1 mg de naloxone, n'était peut-être pas suffisamment rapide en termes d'action. Vous voyez la différence par rapport à la ligne bleue qui représente l'injection intramusculaire. Notre préférence, c'était pour la courbe rouge de milligrammes, qui donne presque la même rapidité d'action et bonne couverture pendant cette période de 2 heures. Dernière diapositive. Pour résumer, nous avons déjà des traitements puissants. Nous pouvons énormément diminuer la probabilité de mortalité liée à des drogues. Le problème, c'est que nous n'avons qu'un engagement partiel de la part de la population à haut risque et nous avons un gros problème de perte de vue dans les programmes de traitement. Il faut donc concevoir de nouveaux types de réponses et dans le groupe réduction de risque, dans cette orientation plutôt, il faut aborder différemment la personne addicte et leur famille. Il faut en fait faire un transfert de technologie vers la population à risque concernant l'utilisation du naloxone. Depuis 10 ou 20 ans, nous avons vu une lente compréhension de la puissance potentielle de cette approche et son intégration dans nos politiques et pratiques. Dernier point, en plus de ce changement de politique et pratique, il est d'une importance capitale de rechercher des possibilités pour développer une bonne base scientifique. Ainsi, les traitements auront une meilleure assise scientifique. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Vraiment. Merci beaucoup, professeur Strong, pour cette remarquable conférence. Vous l'avez répété à plusieurs reprises en tant que médecin, en tant que scientifique, en tant que personne. Et je crois que vous avez fait une démonstration très brillante de la nécessité d'asseoir les politiques publiques sur les preuves scientifiques, sur les évidences. Encore merci. On a quelques minutes pour quelques questions et sans plus attendre, je passe la parole à la salle. Y a-t-il des questions? Alors moi je ne vois pas, je suis ébloui. Ah. Voilà, Alors, j'ai une question courte au sujet de la prison, du système carcéral in United Kingdom. Quelle est la vitesse de la mise en place des soins somatiques en cas de désaturation pour les prisonniers et quelles sont les mesures spécifiques aux États-Unis, si vous avez connaissance, dans la suite de prise en charge post-carcérale donc? Il y a deux questions différentes, donc en Angleterre et aux États-Unis. Ma question a une visée plutôt préventive. Je vais essayer de répondre à vos questions. Je ne suis pas directement impliqué dans le développement de ces services,
Il y a eu une prise de conscience par rapport à l'importance d'engager les gens en prison avant leur libération, en contact avec les services de soutien après leur libération. Mais le progrès a été très lent. À mon avis, c'est le résultat d'une sorte de conflit interne dans la société concernant le traitement et la réhabilitation d'une population carcérale. En tant que médecin, il faut se dire qu'on a des responsabilités avant les citoyens, même s'ils ont enfreint la loi et ont été mis en prison. Notre intérêt en tant qu'individu et de société est de diminuer la probabilité de récidive chez ces personnes. On réduira aussi le recours à des services d'urgence. C'est important pour les gens qui sortent de prison. Et la prise en charge s'est améliorée depuis quelques années. Je vous ai parlé de l'Écosse tout à l'heure. Maintenant, en Écosse, c'est la norme d'établir un lien entre les personnes en prison avant qu'ils ne quittent la prison avec les services sociaux et services de soutien. En Angleterre, la situation varie beaucoup plus. Aux États-Unis, il y a peut-être un plus gros problème dans le débat public concernant l'acceptation des soins apportés aux personnes mises en prison. Et ils ont un problème beaucoup plus important aussi. Mais ça dépend des États. Il y a des exemples de bonnes pratiques, mais ils ont beaucoup de progrès à faire. Une dernière question. Alors, peut-être, Anej, très rapidement. Donc, la période récente a montré que dans beaucoup de pays occidentaux, les overdoses opiacées augmentaient, mais cette augmentation, ce nombre d'overdoses varie selon les pays. Est-ce que l'accessibilité au traitement de substitution méthadone buprenorphine principalement, leur accessibilité, le système de soins, la facilité de pouvoir accéder à ce type de traitement, a-t-il été la facilitation de l'accès aux soins a-t-elle démontré son importance pour réduire les overdoses opiacées? Oui, c'est une question importante. Et je vais répondre en tant qu'Anglais fier d'appartenir à l'Europe. Les différences entre les différents pays sont très intéressantes et nous donnent de belles opportunités partout en Europe de faire des études concernant l'évolution naturelle de toutes sortes de pathologies et d'addictions. Aussi, nous avons l'histoire naturel des changements au niveau de l'engagement. En France, vous avez fourni des informations très importantes quand vous avez introduit vos approches de réduction des risques et les traitements de buprenorphine, par exemple, il y a pas mal d'années. Ainsi, il y a eu une réduction importante dans le nombre de décès liés à l'utilisation de substances. Et je pense
que ce dialogue constant entre scientifiques dans les différents pays est crucial. Il faut en effet des comparaisons internationales. Je n'ai pas d'explication à donner concernant cette variabilité, mais l'ouverture de l'accès au traitement permet aux gens de recevoir un traitement, être en lieu plus sûr au lieu d'être hors contrôle et à haut risque d'overdose. Bon, merci beaucoup John, c'était passionnant. Nous allons maintenant laisser la place au symposium suivant et en espérant très fort qu'on pourra se voir en présentiel rapidement. Thanks a lot. See you soon. Au revoir.